y a Fabien et Bilal qui nous ont rejoints. Bienvenue euh, à vous deux. Là, on pensait faire dans un premier temps un petit tour de table. Donc, on est six. Et l'idée de la réunion aussi, c'est d'avoir un volet sur les émotions. Euh, voilà. Donc, de parler de technique. Donc, Cyrus, je sais que tu es très très fort en technique, mais aussi de parler des émotions. Alors, des émotions en début de réunion et en fin de réunion. Voilà. Donc, il y a une amie, Françoise Rago, qui m'a passé un outil. Donc, je suis pas psychologue, hein. Elle m'a juste briefé et donné quelques tips pour parler d'émotions. Et si vous voulez, hein, bien sûr, l'idée c'est de se proposer, faire un petit tour de table et, si vous le souhaitez, parler de 3 émotions au maximum. Donc des émotions, pas des pensées, mais vraiment des émotions. Donc il y a plusieurs types d'émotions, hein, les émotions primaires, la peur, la joie, et des émotions plus poussées. Donc voilà, on peut prendre aussi le temps maintenant juste de quelques secondes, voilà, pour essayer de réfléchir à nos émotions. Donc la réunion, elle a été un peu chahutée, le début de réunion. Peut-être que vous avez ressenti des émotions, et l'idée, c'est d'être vraiment transparent sur ces émotions en début de réunion et en fin de réunion. Et voilà, donc trois émotions au maximum. Euh, voilà, moi je suis donc je commence peut-être par me présenter. Je ne sais pas si c'est très poli, mais j'y suis, j'ai la parole. Donc je suis Vas-y, vas-y. donc je suis ingénieur logiciel. Donc je baigne quand même dans la technologie depuis des années et des années. Et puis j'ai eu un déclic écologique il y a 3 ans. Euh, En m'intéressant à l'effondrement. Je suis tombé sur un article dans Science et Vie qui parlait d'effondrement. Et puis voilà, l'aventure a commencé, et j'ai commencé à creuser. Je trouvais ça passionnant, en même temps effrayant. Et, oui, et puis j'ai voulu, 3 ans après, passer à l'action. Et me voilà ici, voilà, au sein d'Adrastia à Paris. Alors pour mes émotions, donc je vais commencer par la première. Donc la première, c'est la peur, parce que j'ai mon fils qui est en train de dormir et qui est malade. J'ai peur qu'il se réveille. Euh, voilà, donc je croise les doigts pour pas qu'il se réveille. Euh, et j'avais peur aussi que la réunion ne se tienne pas, parce que le début a été un peu chahuté, mais on est là. Finalement, on a une forme de résilience. Euh, Ensuite, je suis excité. Voilà, excité parce que j'ai l'occasion de rencontrer deux membres d'Adrasia Paris et de discuter avec Cyrus. Donc ça, c'est quand même la grande classe. Il y a Laurent aussi qui est là, président d'Adrasia, donc c'est un grand honneur. Et Quentin qui s'est vachement investi aussi pour Paris, enfin pour Adrastia, et qui s'investit. Donc c'est quand même pas mal de concrétiser à travers une réunion. Voilà, et un peu stressé aussi. Voilà pour les 3 émotions. Je laisse la parole au suivant. Qui veut prendre la parole? Quentin, peut-être tu veux te présenter? Ouais, ça marche. Merci en tout cas à Fabien et Bilal du coup d'être venus tous les deux. Ça nous fait un petit public, c'est vraiment sympa. Puis merci aussi à Cyrus d'être là ce soir en tout cas pour malgré le début de réunion. Du coup, je vais faire court. En fait, moi, je m'appelle Quentin. Voilà, j'ai 26 ans et je suis étudiant en sociologie à Paris. Et en fait, je fais un mémoire sur l'effondrement et sur la résilience citoyenne. Je m'intéresse à ça parce que ça fait, je sais pas trop calculer, mais ça fait quand même pas mal d'années que, étant juste passionné de sport en plein air et de nature, je m'inquiète en fait, j'ai peur du coup pour donner une émotion. Je m'inquiète de notre futur collectif et du mien aussi, puisque je m'inclus dedans du coup. Et ça m'effraie en fait de savoir que peut-être plus tard il y aura la nature, en tout cas moi que j'aime bien, ce sera pas forcément la même et que ça sera plus compliqué de vivre avec. Et puis après, pour d'autres émotions, je dirais un peu stressé parce que par rapport à ça, toujours par rapport même au même cadre, en fait, par le contexte actuel, même si c'est un peu bateau de dire ça, mais voilà, je trouve pas ça, aujourd'hui, je trouve pas ça
je trouve pas ça très facile d'être étudiant en 2022 dans le contexte de Covid et de campagne présidentielle. Et puis pour terminer, content parce que, mine de rien, avec Ralem et Laurent, on a bien bossé. Et puis on a quand même une petite réunion, donc c'est déjà sympa. Donc voilà, moi, ça me suffit à me rendre joyeux. Voilà. Merci. Désigne quelqu'un, Quentin, quand tu as fini de la parole. Pardon, moi j'aimerais entendre Fabien si vous avez envie. Pardon. Oui, bonsoir à tous. Donc, Fabien Poulain. Écoutez, moi je suis adrastien depuis quelques années maintenant, hein, même si je suis vraiment pas un membre actif, hein, loin de là, plus en observateur en fait, en quelque sorte. Hein. Donc j'ai connu Adrastia via les médias. Hein. Il y a une époque où on parlait quand même pas mal d'effondrement. C'était même presque mainstream, hein, quelque part. On sent que ça a un petit peu évolué, c'est un petit peu rentré dans les mœurs d'ailleurs, hein, le thème de l'effondrement, sans qu'on en parle vraiment. Mais j'ai l'impression que les gens sont de plus en plus conscients quand même que l'effondrement est quelque chose qui peut être vraiment concret, quoi. Voilà, donc Adrastien depuis quelques années. Donc je participais de temps en temps au forum d'Adrastia. Concernant le groupe local parisien, donc j'ai assisté à une ou deux réunions à l'époque où il y avait quand même quelques membres, hein, qui faisaient partie du groupe local parisien. Mais bon, bizarrement, j'ai pas spécialement trouvé ma place. En fait, c'est bizarrement, j'arrive pas trop à trouver encore ma place au sein de l'association. Je suis toujours là, en présent, un peu en fantôme, hein, quelque part. Mais ce qui me plaisait justement dans votre démarche, c'est que vous essayez un petit peu de réorienter un petit peu le discours sur l'effondrement, sur justement cette thématique sociologique et sur les thématiques des émotions. Et c'est quelque chose qui, je trouve, n'est peut-être pas assez abordé, alors que c'est quelque chose d'assez fondamental. D'ailleurs, on a vu, hein, le film Don't Look Up, le succès assez fulgurant que ça a eu, ça prouve quand même que la partie émotionnelle était quand même une thématique qu'il ne faut surtout pas oblitérer, quoi. Parce que bon, on voit bien, hein, il y a les rapports du GIEC et tout ça. Les gens ont vraiment ils arrivent à intellectualiser la chose, mais ils n'arrivent pas à avoir donc ce côté émotionnel, quoi. Parce que ça nous semble quelque part abstrait, même si on arrive à l'intellectualiser et puis à le figurer, on n'arrive pas à le ressentir d'un point de vue émotionnel. Donc, vous citiez trois émotions. Donc, bien entendu, l'émotion, c'est la peur, justement. Ce côté un petit peu paradoxal de cette peur, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui paraît vraiment effrayant, hein, l'idée d'effondrement. Peu importe comment qu'on l'imagine, ça peut être soit un effritement de société, ça peut être un effondrement un peu plus brutal. Bon, dans tous les cas, on sait qu'on va vers le déclin. Et c'est quelque chose qui est effrayant. Mais c'est quelque chose qu'on intellectualise, mais qu'on ne ressent pas physiquement. Donc, c'est ce côté-là qui fait que beaucoup de gens, je pense, bloquent et n'arrivent pas déjà de savoir comment agir concrètement et à ressentir vraiment cette peur, quoi, qui reste très virtuelle finalement. La deuxième émotion, bizarrement, je parlerai d'émerveillement. Alors pourquoi émerveillement? Parce que ça peut paraître complètement fou de parler d'émerveillement alors qu'on parle d'effondrement. Parce que je trouve justement que les gens, ce qui leur manque un petit peu, c'est une vision un petit peu plus large de l'histoire de l'humanité et de notre histoire en fait humaine, voire même un peu plus loin de l'histoire de l'univers. Alors je ne vais pas rentrer, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas rentrer dans les considérations ésotériques ou religieuses, loin de là, mais je trouve qu'on manque un petit peu d'émerveillement, le fait de s'asseoir seul dans la nuit, puis observer les étoiles, rien que ça crée de l'émotion, et de l'émotion très très forte, parce que ça nous recentre vraiment dans notre petitesse d'humain face à l'étendue du cosmos. Et ça peut ou pas, hein, créer ce déclic face justement à une nature qui nous submerge, quoi. Et c'est en sortant un petit peu de notre
on sort pas de notre humanité, mais de notre trop d'humain, en fait, qu'on peut ressentir certaines émotions. Et d'où cette émotion d'émerveillement face à cette immensité. Troisième émotion, comme ça, j'en vois pas vraiment. Hein. Peut-être le stress, hein, oui, parce que bon, personnellement, je suis quelqu'un d'assez stressé dans la vie, donc oui, c'est quelque chose c'est un petit peu un leitmotiv qui m'imprègne tout le temps. Et voilà, donc là, on est vraiment sur quelque chose de très personnel. Donc forcément, hein, tout ce qui est effondrement, tout ça, quand on a donc une personnalité un petit peu stressée, tout ça, on se dit comment on va réagir face à des situations un petit peu chaotiques. Et ça nous pousse à nous interroger aussi sur nous-mêmes, et face à nos propres démons, à nos propres incapacités justement à pouvoir anticiper nos réactions face à certaines situations que l'on n'arrive pas justement à imaginer vraiment concrètement, quoi. On sait qu'on va faire quelque chose de pas joli, de pas gai, mais on n'arrive pas à voir dans le détail comment ça va être fait concrètement, quoi. Donc voilà, pour me présenter un petit peu brièvement. Merci beaucoup Fabien pour cette présentation. C'est très intéressant de t'entendre. Je pense que tu aurais beaucoup de choses à apporter au groupe, à Drastia aussi. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais entendre Bilal. Je ne sais pas si tu es là, Bilal. Si tu souhaites parler, tu as la parole. Ouais, alors j'espère que mon micro ne fait pas trop d'écho, etc. Et donc du coup, voilà, n'hésitez pas si jamais, quoi. Désolé, j'ai pas de caméra du coup sur le PC, donc du coup je peux juste pas l'allumer. Et puis au plaisir de se rencontrer peut-être un jour en vrai lorsqu'on peut d'ailleurs, ce qui pose plein de questions. Je la fais un peu vite, effectivement. Merci Cyrus, Laurent Hayet, Ralem et Quentin pour l'organisation, Fabien pour ta présence. Du coup, je sais pas si tu as participé à l'organisation, etc. Comment moi, pour me présenter, en fait, je suis ingénieur dans l'eau et l'environnement. Je bossais jusqu'à pas longtemps au ministère de l'Environnement sur la thématique globale, disons, sur la thématique de la gestion du caca, disons. J'aime bien vulgariser, hein, soyons un petit peu clairs, mais la gestion des eaux usées, voilà, mais in fine, voilà, j'aime bien vulgariser ces choses-là, et donc du coup, gestion du caca, par exemple. Donc passionné d'environnement depuis toujours, passionné de science, et en fait, du coup, surtout de la science à la base et des maths. Et au fur et à mesure, du coup, en faisant des études dans l'environnement, c'est d'appliquer un petit peu tout ça justement à l'environnement, et puis à voir un petit peu certaines dérives. En fait, c'est pour ça que je dis depuis environ 10 ans, c'est que il y a des signaux faibles. Aujourd'hui, je pense qu'Adrastia fait partie des gens qui essayent de massifier, disons, cette expression-là, mais du coup, depuis longtemps, voilà, il y a ces signaux faibles, finalement, qui viennent poser un certain nombre de questions, et juste en s'intéressant à la science, on finit par toucher certains de ces signaux faibles. Puis, du coup, ça m'a fait me poser beaucoup de questions d'un point de vue environnement, et puis à chercher des solutions, toujours. Il y a bien quelqu'un enfin, je suis pas le premier à tomber sur ce problème-là. Il y a quelqu'un qui a une solution. Et puis, du coup, on va chercher, et puis au fur et à mesure, on fouille, ah non, ça marche pas. Et puis, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, au fur et à mesure, à désespérer. À côté, je suis désespéré aussi. Enfin, donc, du coup, ça mène peut-être à une émotion, hein. Du coup, je me considère, enfin, je pense que c'est quasiment le premier mot que je peux dire pour me définir, mais désespéré, en fait, in fine. Il y a beaucoup de dimensions, en fait, qui sont vraiment problématiques, que ça soit environnement, social aussi. Enfin, donc du coup, voilà, il y avait le côté scientifique pur et dur, un peu froid d'ailleurs, mathématique, etc. Et en fait, à côté, il y a une déliquescence aussi sociale, enfin, qui pose beaucoup de questions. J'accepte pas, par exemple, de passer devant un SDF dans la rue à Paris. Justement, on parlait de cette belle ville de Paris, mais en fait, du coup, ça pose par exemple ce genre de questions-là. Et c'est quelque chose que justement, je suis pas prêt à accepter. En termes d'émotion, il y a aussi un peu de refus de cette société-là. Disons, il y a une expression que je dis souvent aussi pour me définir, mais c'était Pierre-Emmanuel Barré, donc c'est humoristique, etc. Mais du coup, qui donne une phrase qui me définit aussi beaucoup. Si jamais je meurs, enterrez-moi à 60 mètres de profondeur, à poil, avec de la peau de bête sur le dos. Surtout, je veux pas que les archéologues du futur croient que j'étais avec vous.
Moi, je suis pas là, je suis pas d'accord, je refuse ça, disons. Et donc, du coup, c'est par contre sur j'avoue, enfin voilà, j'enchaîne sur un peu la suite, mais du coup, il y a Adrastia que j'ai découvert et qui m'a fait beaucoup de bien justement avec cette notion d'acceptation pure en fait bah voilà, enfin on est juste comment conscient en fait, il y a un petit peu regarder avec sérénité ce qui arrive et puis voir bah, ce qui peut être fait. J'aime bien les phrases d'Arthur Keller sur est-ce qu'il est trop tard. Évidemment, il est trop tard pour qu'il n'y ait pas d'impact. Oui, il est depuis bien longtemps. Mais en revanche, il n'est jamais trop tard pour que ça soit pire. Et en fait, du coup, chaque once de vie humaine ou biodiversité qu'on arrive à sauver bah, fait partie enfin voilà, des espoirs. Et c'est en soi, c'est mon plus grand espoir. Donc du coup, celui-là, il est quand même particulier. Et du coup, ça m'amène à une chose qui est un peu l'étonnement justement qu'il n'y ait pas de groupe Paris. Parce qu'in fine, il y a beaucoup d'institutions, beaucoup d'acteurs, beaucoup de je sais pas quoi, en fait, beaucoup de choses. D'ailleurs, trop de choses concentrées peut-être, mais en tout cas, du coup, beaucoup de choses à Paris. Et en fait, à quel point bah, s'organiser à Paris notamment bah, permettrait d'avoir une once de petites actions, quoi qu'il arrive, pour sauver des gens qui sont absolument à 10 000 lieues des questionnements dont on discute aujourd'hui. Et je prends la mère célibataire avec deux emplois, machin, 2 enfants, et qui réussit même pas à faire ses papiers administratifs. Enfin, à un moment, on tombe dans des problèmes quand même où cette femme-là, par exemple, va tomber des nues lorsque il y aura... Enfin, voilà, on se pose la question de notre résilience à nous. Je pose plutôt la question de la résilience des plus pauvres et en fait qui vont juste être abandonnés au bord du gouffre. Et du coup, ça m'amène peut-être à une autre émotion. C'est tout à l'heure, c'était Fabien qui disait que justement ça rentre dans les mœurs, etc. Bon, bah, je travaille au ministère de l'environnement, enfin, je travaillais au ministère de l'environnement, et du coup, il y a des gens conscients, un petit peu conscients, et puis qui acceptent. Et en fait, on ne fait rien, in fine, rien de concret. Hein, voilà, moi, en bossant quand même dans le domaine de l'environnement, finalement, quoi qu'il arrive, même les acteurs les plus exemplaires, en fait, sont à 10 000 lieues des actions réellement pertinentes qu'il faudrait essayer de mettre en place. Sobriété, par exemple, absolument existentielle. Et donc, du coup, il y a une sorte de participation au greenwashing, voilà, et en fait, on participe à cette roulée infernale. Bah, ça mène à Vincent Mignereau avec un peu le syndrome de la Reine Rouge, on peut en parler si jamais, mais du coup, la roue infinie sur laquelle on n'arrive pas à s'en sortir. Et à participer à ça, c'est quand même aussi compliqué. Voilà, et donc du coup après stressé, un peu à contre-courant de tout ce qui se passe en fait. Finalement, nous on discute bien de ça, mais en même temps les ventes de SUV ont augmenté de 200% l'année dernière. Bon bah voilà, je sais pas, mais en fait il y a un décalage et un peu la rage, voilà, une dernière un peu émotion, la rage d'abandonner des gens justement au bord du chemin. En fait, la non-possibilité de ne pas penser à ça, disons, à chaque seconde, parce que je sais pas, je suis omnubilé, disons, par le cumul de violence qui va arriver à un moment, enfin de souffrance, de je sais pas, ce cumul infini en fait qui fait que j'arrive pas à me détacher de cette chose-là. C'est la seule chose qui m'intéresse en fait finalement, un peu participer à cette once d'espoir, imaginons. Voilà. Merci Bilal pour cette présentation. Et déjà, je suis content de t'entendre parce qu'on s'est échangé plusieurs likes sur le forum et c'est chouette d'entendre ta voix, faute de voir ton visage. Mais ça sera pour une autre occasion. Et c'est bien aussi, enfin c'est un sujet, c'est marrant, c'est un sujet qui m'intéresse, justement le caca et le pipi, parce qu'il y a des projets très intéressants justement de récupération des nutriments, des éléments comme l'azote et le phosphore. Et je trouve que pareil, on n'en parle pas assez. Voilà, tu parlais de sujets dont on ne parle pas assez. Et donc, je pense que, bon, peut-être pas dans le cadre de cette réunion, mais j'aurais beaucoup de questions à te poser. Voilà. On peut peut-être laisser la parole à Cyrus, notre invité, ou Laurent. Voilà, comme vous voulez, entre vous. Cyrus J'ai été peut-être. nommé le premier. Oui, voilà. Puis Laurent a toujours son micro éteint. Bien, bonjour. Donc, je suis Cyrus Farangui. J'ai comme métier rémunérateur celui de consultant.
en politique publique. Je fais des évaluations de politique publique de toutes sortes, transition écologique, mais pas que. J'ai travaillé sur du logement social, de la recherche et développement industriel. Voilà, je travaille pour des universités. C'est assez varié. À mes heures libres, mais bon, j'essaie de ne passer du temps de conseils que environ la moitié de mon temps en semaine. À mes heures libres, bah, peut-être certains d'entre vous le voient, j'entretiens un blog, un podcast sur les sujets qui nous animent. Je suis de temps en temps invité à faire des conférences, écrire des articles dans des petites revues, tout ça. Ça fait une quinzaine d'années que je m'intéresse au sujet écologique avec un éveil initialement, je pense que c'était le 3e rapport du GIEC, on commençait à dire ouais, on commence à être vraiment, vraiment, vraiment sûr et ça risque de chauffer. Bon. Avant ça, on était moins sûr. L'époque de Home, Yann Arthus Bertrand, et puis l'émergence de Jean Covici, et puis Pétrole Apocalypse d'Yves Cochet, même si sa prophétie ne s'est pas réalisée, ça m'a quand même sonné les cloches sur notre dépendance au pétrole. Enfin, voilà, c'est un peu cette époque-là. Et puis, je sais pas, ces questions d'effondrement, etc. Tout s'est accéléré il y a plutôt 3-4 ans, assez récemment, quand j'ai senti une vague d'intérêt croissant pour à la fois le sujet écologique et le sujet des risques de sécurité derrière la question écologique et le terme effondrement qu'on met derrière. C'est venu assez récemment parce que tout à coup j'ai eu plein de gens s'y intéressaient alors que je me sentais un peu seul avant, donc j'ai rencontré plein de gens qui s'y intéressaient, alors ils existaient déjà ou alors depuis aussi longtemps que moi, ou alors ils venaient de commencer à s'y intéresser et avaient très 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 vite accumulé plus d'informations que moi en 10-12 ans. Donc c'était marrant, et puis à interconnecter, à aller plus loin que juste la question du risque climatique et à connecter ça aux questions écologiques, sociales, géopolitiques, financières, etc. Je trouvais ça très intéressant. Et j'ai trouvé globalement les gens gentils aussi, et ouverts d'esprit et intéressés. Voilà. Les émotions qui m'animent, alors ça fait 2 ans avec cette histoire de Covid, je suis très impatient tout le temps à regarder. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Depuis le confinement et encore aujourd'hui, alors la finance, alors le prix du pétrole, alors les pénuries. Bref, peut-être impatient à en découdre en quelque sorte, alors que comme le signalait Fabien, on pourrait avoir affaire aussi à un phénomène plutôt lent, on ne sait pas. Mais en tout cas, non, je suis assez enthousiaste face à l'actualité et en même temps, effectivement, bien sûr, inquiet, mais enthousiaste aussi parce que c'est l'occasion de construire de nouvelles choses une fois que voilà, c'est tout le problème, c'est que tant que ce n'est pas ressenti physiquement et que c'est un pourrissement lent, progressif, étalé sur des siècles, on ne changera pas, alors que j'aurais plutôt tendance à croire que les chocs brutaux ont tendance à nous faire changer. Après, je suis hésitant à me décider si ça va nous faire changer dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Voilà, une autre émotion, je me sens d'humeur assez taquine finalement, à taquiner nos adversaires, à leur lancer des petites cliques, voilà, technosolutionnistes, etc. Et je trouve que c'est important de mettre de l'humour aussi dans tout ça. Outre taquiner l'adversaire, voilà, je lisais la BD, le tome 2 du petit guide de survie à l'effondrement, je sais pas quoi, la BD détournée là. Il y avait eu un tome 1 déjà très drôle. Voilà, je pense que tant qu'on peut aussi, c'est important de rire de ces sujets-là. Il y a des private jokes que seuls les collapsos comprennent aussi. Donc voilà, des éléments de langage dans lesquels on peut se reconnaître. C'est assez marrant. Et puis ça fait réfléchir aussi, cette BD. Dernière émotion. Oui, au final, je suis un peu perplexe sur l'intérêt, j'arrive pas, la confusion sur l'intérêt réel que les gens portent à nos sujets. J'arrive pas tout à fait à raccrocher, par exemple, les résultats d'enquêtes d'opinion, oui, je sais pas quoi, 55-60% des Français se disent favorables à la décroissance, 2/3 des Français craignent un effondrement de leur vivant, 85% des Français sont contre l'élevage intensif, plein de trucs comme ça. Bon, bref. Et des manifestations réelles au quotidien, qui ne semblent pas montrer que les gens aient un intérêt si fort. Pardon.
et la place qu'occupent aussi nos sujets dans le débat de la présidentielle, par exemple, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc, je ne sais pas mesurer combien on est déjà, combien on est que ça habite vraiment. Est-ce que, je sais pas, c'est 10% ou un tiers de la population? J'en sais rien, c'est peut-être même pas 10%, je ne sais pas bien dire. Je pense que c'est une question qui est assez récurrente, entre guillemets, combien on est. Il y a des indicateurs qui semblent montrer pas nombreux du tout, d'autres très nombreux. Voilà pour ça. Et c'est une question importante pour moi, pour dire aussi quelle est vraiment la portée des idées qu'on veut véhiculer, l'acceptabilité sociale de choses qu'on peut proposer. Je vais m'arrêter là, mais effectivement, les réseaux sociaux peuvent donner l'impression que beaucoup de gens pensent comme nous. Et comment dire, les idées qui tournent autour de décroissance, l'effondrement, etc. Ça attire beaucoup d'attention sur un réseau comme LinkedIn, qui est plutôt costard-cravate, professionnel, etc. Avec parfois, si on doit mesurer au like-o-mètre, à l'applaudimètre, ça recueille peut-être autant d'attention qu'un post très croissantiste, tout ça. Et d'ailleurs, on voit toujours un peu des posts un peu greenwashing de la part d'entreprises X ou Y, tout de suite un bon pote ou je ne sais pas qui d'autre qui arrive pour faire un bad buzz et ça marche. Donc je me dis, bon, j'ai quand même l'impression avec le recul que depuis quelques années, ça gagne du terrain, modulo tous les biais qu'on peut avoir, et que la fenêtre d'Overton s'est déplacée aussi pour proposer des mesures radicales. Je pense que déjà, les gens se radicalisent de toutes parts, quel que soit leur bord politique. Et je pense que voilà, c'est comme ça s'archipélise, chacun ça raccroche à son petit bout de conviction, etc. Mais au-delà de ça, comment dire, le pays, et je le perçois comme une sorte d'état pré-révolutionnaire. Donc je ne sais pas dans quel sens ça va partir. Alors le courant dominant, c'est plutôt celui identitaire, nationaliste, tout ça. Donc, bon. Et voilà, donc ce que j'essaie de faire, et je ne m'arrête pas pour cette introduction, c'est proposer des mesures à mettre en place politiquement, alors à l'échelle européenne, nationale, bon, qui peuvent aller de fixer des quotas, des schémas de rationnement ou des normes ou des limites. Alors, à la fois pour marquer les esprits, je ne suis pas le seul, mais j'essaie de vraiment étudier le sujet. J'ai regardé un bout du Thinkerview de Jean Covici, enfin voilà, le PTEF, il y en a des idées comme ça. Il disait, par exemple, limiter le nombre de créneaux de décollage d'avion. Et petite blagounette, en revanche, laisser illimiter le nombre de créneaux pour l'atterrissage. Oui, bon, effectivement, à un moment, on est bien obligé d'atterrir. Mais voilà, je pense que c'est intéressant de se pencher sur les règles du jeu qu'on fixerait dans un monde contraint. Mais vraiment. Et je ne sais pas où ça va aller, mais je pense que l'idée gagne du terrain qu'il faut quand même mettre en place un cadre réglementaire degré où, alors comment dire, que ce soit de manière préventive pour éviter des catastrophes ou de manière réactive parce qu'on n'a juste plus le choix. Quand il n'y a plus, il n'y a plus. Quoi. Enfin, voilà, on a dû mettre en place des rationnements lors des chocs pétroliers, par exemple. Donc je trouve que c'est le genre d'idée moi, qui m'anime en ce moment et où il y a matière à être créatif et à sortir des sentiers battus sur ce qu'on peut entendre habituellement et éventuellement inspirer du monde. Je m'arrête là. Merci Cyrus pour cette présentation. Alors, on a un risque de coupure dans 1 minute. Donc, voilà, déjà, j'en profite pour te remercier, Cyrus, de prendre du temps pour discuter avec des membres justement intéressés, des citoyens intéressés par le sujet et justement de te rendre disponible pour répondre à des questions. Le prochain sujet, ça va être de parler du programme. Donc, on ne va pas parler du programme présidentiel, mais du programme que l'on souhaite proposer à l'échelle de Paris au sein d'Adrastia Paris. Donc, je vais peut-être attendre que la minute soit écoulée pour voir si on est coupé. Je vais me permettre de te couper parce que oui. je ne comprends absolument rien. Si je regarde, je suis en compte pro, donc normalement ça ne devrait pas couper. Et là, ça m'annonce que ça va couper. Donc, oui, dans 1 minute. Je suis complètement bloqué.
Comment on On fait crée dans un ce nouveau cas-là? lien? Ouais, il faut créer un nouveau lien et le partager. Donc Si moi, tu je nous sors de la envoies, réunion, je vous envoie la réunion. Comment on on fait peut, ça? Parce que- en fait, on va être coupé dans une minute Et pour le si coup, c'est je le crois cas. qu'on peut utiliser le même lien du coup. Hein. On peut utiliser le même lien? Pour moi, ça marche normalement. Ah oui, d'accord. Ouais, ah bah, on On va peut essayer essayer. ça alors. Ouais. Bah, on peut peut-être prendre les devants et le faire maintenant. Oui, si quelqu'un sort de la réunion et reclique sur le lien, ça pourrait relancer le Ok, je compteur. m'occupe de ça. Je crois que Je ça. quitte animateur. Je suis désolé, il y a un petit souci technique. Cyrus arrive. Super. Bon. C'est bon. Je crois que nous sommes au complet. Bon, désolé, j'ai un problème d'abonnement Zoom. Je ne sais pas bien ce qui se passe avec la technique. En fait, j'ai dû recharger Windows et j'ai dû perdre des paramètres au passage. Bon, du coup, il nous reste moins de 40 minutes. C'est un peu mission impossible. Enfin, le film, hein, bien sûr. Et donc, on va essayer de boucler en 40 minutes. Je pense qu'en 40 minutes, c'est suffisant. Et puis, ça sera l'occasion de planifier un nouveau rendez-vous. La prochaine fois, on blindera au maximum la connexion et la réunion. Mais voilà, donc on va passer à la suite. Donc, pour le programme, on parlait de programme à proposer. Donc, une première idée, hein, c'est des idées comme ça, on met tout sur la table, c'est une forme de brainstorming. Une première idée consisterait à rencontrer des élus parisiens. Voilà, on a identifié quelques personnes, une personne. Je ne sais pas si on peut citer son nom, mais voilà. L'idée, ça serait d'aller au contact des élus et d'échanger sur le sujet de la résilience. Et on a quelques questions pour toi, Cyrus, à ce sujet. Voilà. Pour le deuxième sujet, donc, je vais laisser Quentin parler de cette idée, c'est son idée. Donc, voilà. Quentin, est-ce que tu veux parler de l'idée? Laquelle? Je sais plus laquelle. C'est vrai que tu as beaucoup d'idées. C'était l'idée de rencontrer d'autres groupes de pensée effondristes, collapso, et pas que, des gens aussi qui travaillent sur la résilience, qui passent à l'action à l'échelle Oui, de Paris. en fait, oui, en fait, c'est aussi par rapport à ce que Ralem avait amené l'idée de, et je pense que enfin, Fabien et Biel, vous en avez parlé un petit peu quand vous avez pris la parole, c'était sur l'idée, en fait, aussi comme c'est difficile à voir dans les faits l'effondrement, et même avoir, comme disait Cyrus, avoir finalement combien de gens finalement sont vraiment réellement pris par la chose, combien de gens croient en fait en l'effondrement, mais pas dans le sens vraiment d'y croire avec une grande ferveur, mais d'y croire en fait, d'être concerné par ça. Donc on se disait avec Raem que quelque chose qui pourrait être intéressant au sein d'Adrastia Paris, déjà, ce serait de travailler énormément sur les émotions pour pouvoir échanger là-dessus et permettre déjà, ça ferait déjà un groupe de parole. Et au-delà de ça, ça pourrait permettre aussi de créer une dynamique autour d'un sujet qui finalement n'était pas celui qui était le plus mis en lumière quand on parlait d'effondrement. Et effectivement, le but, ça serait donc, d'ailleurs, il y avait des élus aussi à RLM, mais aussi, comme tu disais, mais aussi de voir d'autres groupes, principalement en Ile-de-France, bien sûr, pour voir qu'est-ce qu'ils mettent en pratique au quotidien, voir comment ils imaginent le futur, comment ils imaginent leur vie dans le futur, est-ce que ça va changer, est-ce que ça va pas changer, est-ce qu'il y a des limites à tout ça. Et donc, le but, ça serait aussi de rencontrer d'autres associations pour qu'elles viennent juste échanger. C'est pour de la discussion, en fait. Ça peut inspirer des gens, la discussion, bien, comme toujours. Et voilà. Donc, ça, c'est encore évidemment une idée qui reste à définir, à argumenter. Donc, vous êtes les bienvenus si ça vous évoque quelque chose, si vous avez d'autres idées par rapport à ça. Voilà. Donc, c'est un peu faire un brainstorming général avec d'autres associations. Voilà. Voilà. Merci Quentin. Troisième idée de projet, donc un peu dans la même veine des associations autour de l'écologie, de la résilience et de l'effondrement. Ça serait de rencontrer, donc c'est une idée peut-être un peu folle, je ne sais pas, mais de rencontrer des groupes d'écoféministes qui travaillent sur
sur le sujet, qui pensent l'effondrement, qui pensent aussi la résilience, et d'échanger un peu avec elles, parce que ce sont essentiellement des femmes. Alors pour cela, enfin, je pense que ce projet ne pourrait être porté que par une femme. Donc là, malheureusement, je ne sais pas si, voilà, parmi nous, je ne pense pas qu'on soit suffisamment concerné par le féminisme pour être légitime sur ce sujet. Mais on pourrait essayer d'attirer des écoféministes au sein d'Adrastia et d'échanger, voilà, créer un pont entre le groupe de pensée écoféministe et nous. Voilà. Quatrième idée, donc les émotions, Quentin en a parlé. Donc ça, c'est un lien avec un autre projet en dehors d'Adrastia auquel je participe et qui consisterait à créer une dynamique d'organisation avec des professionnels de la santé, notamment des psychologues, psychiatres, médecins, pour gérer l'éco-anxiété, la solastalgie. Donc là, c'est plus à l'échelle nationale, mais ça peut être découpé de façon résiliente par territoire. Et donc, qui dit territoire dit Paris. Et puis en même temps, j'habite à côté de Paris, donc je vais commencer on va commencer à créer un réseau autour de Paris. C'est le plus simple, le plus naturel. Donc, ça pourrait être intéressant, pareil, de créer un pont entre Adrastia et ce projet, si des personnes se sentent intéressées. Fabien, tu semblais être intéressé, et je suis complètement voilà, pour en effet travailler sur les émotions dans la phase de sensibilisation voilà, écologique, quand on parle de déclin, parce qu'on s'intéresse justement à l'entropie, à la pollution générée par le système, mais dans la phase de sensibilisation écologique, elle génère également une entropie qui est l'entropie psychologique. Et celle-là, il faut la gérer aussi. Il faudrait la gérer. Enfin, il n'y a pas d'injonction, mais c'est peut-être intéressant de la gérer. Sujet à explorer. Et que j'explore aussi en parallèle. Voilà, donc pour les 4 idées. Après, si parmi vous, donc vous avez des idées, voilà, la liste des projets, des idées est ouverte. Hein. Bien sûr, si vous voulez parler, si Bilal, tu as un projet sur le pipi caca, c'est open. Hein. Enfin, voilà. Et c'est super intéressant. En plus, quand on parle de résilience, voilà, c'est intéressant de travailler sur la boucle et donc ce qui est à la fin de la chaîne trophique, c'est intéressant. Voilà. Et c'est important de le prendre en compte. Voilà. Sinon, donc, on parlait du programme. Cyrus, on a préparé une petite liste de questions pour toi concernant le premier projet, parce qu'on ne peut pas se focaliser sur tous les projets. Et la première énergie, ça serait de rencontrer en effet un élu parisien et de voir ce qui serait possible en termes déjà d'échange d'idées, de communication autour du thème de la résilience de Paris. Est-ce que c'est un sujet qui est exploré? Est-ce que les politiques en parlent? Je sais qu'Arthur Keller aborde ce sujet, il s'intéresse à la politique. Est-ce que voilà, il y a des gens qui s'intéressent à la résilience des villes européennes, des villes dans le monde? Est-ce qu'il y a des villes en Europe qui feraient preuve office de modèle de résilience? J'avais entendu dire que Londres était une ville résiliente, enfin plus résiliente que les autres. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu voilà. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de Paris? Bon, une belle stratégie sur le papier, mais qui n'est pas portée politiquement, si ce n'est des petits agréments, genre les îlots de fraîcheur dans les cours de maternelle pour quand il fera chaud, des petites formations aux gestes qui sauvent, de genre, je sais pas, 2 heures dispensées par la Croix-Rouge à n'importe quel Parisien qui se manifesterait.
Ce n'est pas porté plus que ça politiquement. Il y a une stratégie sur le papier à nouveau. Quelle nécessité vous allez faire peur aux gens. La transition écologique fera le boulot. Globalement, bon, pour simplifier, c'était ça. Ça n'empêche pas de continuer à pousser des pions, à échanger, à essayer de pousser des idées, voir comment voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur niveau de maturité aujourd'hui aussi? C'est possible, on peut activer des contacts dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a des villes particulièrement résilientes? Ouais, Londres, je ne sais pas ce qui en ferait une ville plus résiliente que Paris. Ça présente à peu près les mêmes caractéristiques. D'un côté, les villes denses, les métropoles, je me dis il y a un avantage parce qu'en concentrant les gens dans des espaces, on est en une grosse densité de population, on mutualise du chauffage et on fait parcourir moins de distance, il y a plus de transports en commun et puis je sais pas, un camion qui fait la rue de la Convention, il livre 5 boulangeries, alors qu'en Ariège, pour livrer 5 boulangeries, il faut faire 100 km, peut-être plus même. Donc ça, c'est un côté quand même où je suis assez perplexe finalement sur ce débat-là. Je ne veux pas de position tranchée sur le débat. Est-ce que la ville est forcément moins résiliente que la campagne parce qu'elle ne peut pas être autonome, parce qu'il y a besoin de beaucoup de matériaux pour l'approvisionner, parce que les modes de vie sont très consommateurs, l'avion, etc. Bon, rien n'oblige la ville, rien n'oblige les modes de vie à être urbains, à être aussi consommateurs. Personne n'oblige, le jour où il n'y a plus de kérosène, si jamais, imaginons. Voilà, ceux qui avaient pour habitude de prendre l'avion très fréquemment, juste ils le prennent plus, c'est pas la fin du monde, quoi. Donc il y a du gras, donc ça en termes de d'irrésilience, je sais pas. Après, est-ce que la ville est particulièrement plus fragile que la campagne en termes de rupture d'approvisionnement? Les campagnes ne sont pas plus autonomes en termes d'alimentation que les villes non plus. Pas plus autonomes en termes d'énergie. Voilà, donc je n'ai pas d'idée là-dessus. Bon, tout ça ne dit pas quelles sont les villes particulièrement résilientes. Je ne sais pas, il faudrait peut-être regarder des exemples type la Havane. C'est un exemple assez connu. Voilà, il y a une rupture d'approvisionnement pétrolier très brutale, moins 50% d'un coup à la chute de l'Union soviétique. Et puis, on n'y a pas observé de guerre civile, de famine, quoi. Les gens sont réorganisés assez vite. Voilà. Cuba est une île qui a été bien, qui a dû endurer pas mal de choses. Donc, je ne sais pas si c'est un bon exemple. Du côté préparation des populations, je ne sais pas, les villes d'Israël, il y a une culture du risque. Il y a une culture du risque. Je ne dis pas que c'est forcément ça qu'il faut faire, mais une sorte de vigilance des citoyens, une sorte de sens du devoir qui est inculqué aux gens, une sorte d'unité, cohésion culturelle, voilà, tout ça, et un dialogue avec le gouvernement sur la question des risques, et un territoire qui doit vivre sous des contraintes hydriques extrêmement tendues, quoi. Donc si eux y arrivent, voilà, parce qu'ils sont particulièrement plus... si eux y arrivent, il n'y a pas de raison que la France, on peut voir venir, quoi. Si eux arrivent à s'organiser sur l'eau, voilà. Même une France à +2, +3 degrés. Voilà ce qui me vient en tête. Non, mais ce serait une étude intéressante à faire, les caractéristiques d'une ville résiliente, avec des retours d'expérience, de choses il n'y a qu'à depuis son ordi, à explorer 5-6 villes qui présentent des enjeux très différents et qui prennent le problème par des bouts différents, et le tout ferait un tableau un peu cohérent dont s'inspirer. Mais à mon avis, toutes les idées sont déjà là, en fait. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question, Radam? Oui, tu as très bien répondu. C'est des bonnes pistes justement de modèles à exposer à un élu, des élus, en disant voilà, eux ils font ça et pourquoi pas nous, voilà, pour jouer sur une émotion, la jalousie ou, ou la culpabilité. Mais oui, c'est de très bonnes pistes. J'avais pas. C'était une de mes questions aussi, de d'étendre, oui,
cette question au monde. Est-ce qu'il existe des villes résilientes dans le monde? Et merci d'avoir répondu à cette question. C'est une bonne piste. Après, si on devait parler de résilience... Ah oui, Laurent, tu as une question. Tu as levé la main. Peut-être une remarque? Oui, désolé. Oui, avant que Cyrus ne réponde, j'aurais aimé savoir ce que Fabien et Bilal, en tant que Parisiens, membres, en tout cas actuels du groupe Adrastia Paris, au moins pour cette session, qu'est-ce qui les aurait branchés, eux? Et oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, vous avez la parole. Déjà, tout ce que vous proposez, moi, je trouve que c'est des super idées. Alors moi, à titre personnel, bon, je fais aussi partie d'une autre association, Transition écologique, hyper locale, parce que j'habite à Carrières-sur-Seine. Et donc, il y a une association qui s'est créée il y a maintenant 2 ans autour du pacte climat-transition. Et donc, avec notre pôle enjeux climatiques, on a eu l'idée de monter un festival, entre guillemets, on va plutôt parler d'un événement art et climat, pour essayer de sensibiliser sur les enjeux climatiques par le biais de l'art. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire bouger un petit peu les artistes locaux pour que voilà, ils essaient dans l'idéal, créer des œuvres, au moins de ressortir des œuvres sur lesquelles on pourrait peut-être greffer un discours de sensibilisation sur les enjeux climatiques. Donc, c'est une petite chose qu'on veut mettre en place, et puis on a une toute petite structure, donc voilà, on reste très modeste, mais voilà, donc c'était un petit peu mon idée, c'est mon leitmotiv, c'est d'essayer d'utiliser le biais des émotions, donc l'art, clairement, pour faire passer des messages de sensibilisation. Donc, Oui, pour l'instant, on a eu une réunion avec la ville de Carré-sur-Seine, donc on a eu le feu vert. Donc, si tout va bien, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être monter au printemps prochain. Enfin, printemps de l'année prochaine, pardon. Oui, c'est une bonne piste de projet qui pourrait être en effet encadrée enfin soutenue par Adrastia Paris, je pense. En Oui, tout cas, après, ouais. voilà, parce que bon, oui, moi je vois des passerelles partout, donc oui, soit parce que donc, notre idée c'est aussi d'avoir quelques conférences, donc peut-être avoir une conférence avec un adrastien, pourquoi pas, enfin tout est possible, quoi. Mais bon, j'exclus pas le fait qu'il y ait peut-être quelques passerelles, parce que bon, les thématiques portées par Adrastia me semblent quand même super importantes, quoi. Au-delà des enjeux climatiques et du greenwashing qu'on peut peut-être attendre si on est un petit peu frileux, quoi. Ouais. Oh, C'est porter mais, des choses un peu plus fortes. ouais. Merci pour ce partage, Fabien. C'est une bonne idée. On va essayer de la creuser. Donc après la réunion, je te contacterai si tu es OK. On peut en parler, on voit comment on peut développer tout ça. C'est une très très bonne idée. Les émotions, ça me plaît. En plus, donc, voilà. Fabien, tu connais Christophe Mandreau à Reuil-Malmaison? Christophe? Mandreau. Non, pas du tout. Il y a un collectif qui s'appelle Résilience en Seine, qui part du désert bétonné de la Défense, qui suit le cours de la Seine et les 2 côtés de la Seine jusque la forêt de Saint-Germain, et qui se propose de mettre en lien toutes les associations environnementales sur le sujet. Et c'est assez actif sur Chatou et Reuil-Malmaison. Si, je crois que je les ai déjà rencontrés. On avait fait un pique-nique, tu étais présent d'ailleurs. Ok, d'accord. On avait dédicacé d'ailleurs le bouquin. D'accord, oui. Bon, je crois que je les avais rencontrés à ce moment-là. Ouais, voilà, mais c'est ça. on s'est Exactement. perdu de vue depuis, complètement même. Voilà, ils existent toujours. Ok, ouais, c'est une bonne piste. Voilà, merci Laurent. Pas de problème. Ok. Peut-être pour réagir du coup ensuite. Du coup, effectivement, différents projets côté élu, en soi, enfin, in fine, moi, je travaille in fine dans la politique de l'eau, en fait, du coup, enfin, voilà, gestion du caca, mais en fait, au niveau un peu politique. Et du coup, tout notre objectif, c'est justement de sensibiliser au maximum à des niveaux où on arrive à avancer, en fait, disons, si je prends quand même un exemple, enfin,
voilà, dans la gestion du caca, moi, mon expertise, sachant que ça ne veut plus rien dire d'ailleurs ce mot-là, bon bref, mais c'est plus la partie gestion des eaux pluviales. Et du coup, je réagis à Cyrus qui a évoqué les cours Oasis. C'est l'une des meilleures actions qui a été lancée pour la sensibilisation des masses et machin. Ça a permis, par exemple, voilà, enfin, enfin, comment, là, ça va mélanger plein de trucs de la discussion qui a été évoquée avant. Hein. Sensibilisation des masses, c'est quand même l'enjeu, enfin, un des enjeux fondamentaux. Et du coup, comment dire, ah mince, je me suis perdu, ça y est. Mais du coup, dans les cours Oasis nous ont permis ça. Voilà, moi, je bosse sur la gestion des eaux pluviales et voilà, on a perdu énormément de combats depuis 100 ans. En fait, ça fait 100 ans qu'on fait n'importe quoi parce qu'on a perdu tous nos combats contre les urbanistes, contre certains. Enfin, disons qu'on n'a pas pris la mesure des enjeux. C'est pas leur faute. Il y a plein de contraintes, etc. Ça pose plein de questions. Mais sociétalement, on a fait un peu n'importe quoi, disons, et aujourd'hui on s'en mord les dents, quoi. En fait, du coup, il y a cette question de culture, et du coup, c'est là que je rejoins Fabien sur les notions d'art, tout ça. Tout notre objet aujourd'hui, c'est de dire que justement les questions qu'on traite, c'est absolument pas des questions techniques. Je suis ingénieur, machin, ça fait 50 ans que, encore une fois, il y a les rapports du GIEC et machin, bah il y a les rapports gestion des eaux pluviales depuis 50 ans, on sait ce qu'il faut faire, on n'arrive absolument pas à le faire. Et comment le monde de la culture peut nous aider, par exemple, à changer les imaginaires, les récits, etc. Là, ça rejoint Adrastia. Par contre, du coup, justement, je reviens sur Quentin qui a dit un peu effondrement, pas trop en perspective. Et en fait, du coup, bon, pour moi, ça me faisait penser à Cyrus qui disait effondrement rapide ou lent. En fait, ça me fait penser un peu à ça. Mais il y a le côté derrière Adrastia, le nom là, c'est Adrastea et le caractère inéluctable. C'est l'espèce de on ne l'évitera pas. Et en fait, moi, il y a quand même cette notion-là derrière Adrastia et dans les actions, quoi qu'il arrive, que j'ai envie, imaginons, de porter, qui est vraiment important, qui est de regarder la situation avec vraiment une conscience, je sais pas. Il y a Arthur Keller peut-être aussi justement qui participe à ça. Tac, du coup en lien avec Arthur Keller qui sensibilisation des politiques. Il y a plein de communes qui a fait des choses un peu particulières là récemment. Il y a un plan alimentaire, etc. Il y a un certain nombre de dynamiques, par exemple dans le 93, en fait avec justement un peu, avec une notion d'intégration sociale en fait qui est vraiment importante et qui, à ce que ça aide. Enfin, disons que par rapport à Cyrus qui disait que justement il y avait une montée en puissance, je dirais que maintenant il y a des gens en fait qui s'en foutent et qui portent leurs actions, quoi qu'il arrive en fait. Du coup, il faut y aller parce que du coup on peut plus attendre des validations ou je sais pas quoi. Et du coup, ça vient à changer de stratégie à partir du bas. Et en fait, ça change justement le PCAET, là, les plans transition climat, etc. En fait, justement, à ce qu'il n'y a pas une capacité, disons, à presque verrouiller la chose, c'est-à-dire qu'il y a un outil aujourd'hui politique qui permettrait de porter un certain nombre de choses que Adrastia porte, et à quel point on arrive à utiliser les outils qui existent déjà et à les utiliser à bon escient. Enfin, quand on parle de plan climat, en fait, on parle vraiment de plan climat. Mince, on peut aborder un certain nombre de discussions dans ces choses-là et ça serait intéressant aujourd'hui, il y a personne qui finalement utilise réellement ces moyens-là et au pire, ça va donner du greenwashing. Vis-à-vis des autres villes à l'extérieur, du coup, et Cyrus qui posait la question rurale, ville, en fait, il y a un peu les analyses d'anciens effondrements qui peuvent être intéressants avec des sortes de tailles limites. En fait, la taille limite qui était un peu questionnée, c'était à quel point on arrive à apporter de la nourriture à l'intérieur de la ville. Et puis, du coup, si ça met trop de temps, on n'y arrive pas, c'est tout. Et donc, du coup, que ça soit Israël ou que ça soit des situations qui sont peut-être plus tendues que nous, imaginons en eau, et qui arrivent à s'en sortir. Si on prend Oman, ça serait la pire situation. C'est une sorte d'île, une partie, disons. Parce que ça fait un peu, ça sort un peu, quoi. Et en fait, le truc, c'est que il y a pas d'eau. Il y a aucune réserve d'eau. Il y a rien. Tout ce qui coule, ça va à la mer directement. Et en fait, il y a des villes. Le point important, c'est qu'ils arrivent à s'en sortir parce qu'il y a de l'énergie, il y a du pétrole, etc. Et en fait, demain, en France, même avec une situation plus favorable que c'est dans ce droit-là, avec beaucoup moins d'énergie, ça peut être quand même assez difficile.
Ça pose ce genre de questions-là aussi. Enfin, ça me faisait penser un petit peu à ça. Et voilà, donc du coup, dans les actions, carrément sur un certain nombre de choses, notamment culturelles. Comment changer la façon de voir, effectivement. Comment au moins poser un constat déjà clair et voilà. Moi, il y a un petit peu un certain nombre de dynamiques comme ça qui peuvent être intéressantes. Et je finis sur un point, il y a la partie échappatoire. En fait, pour moi, c'est un peu ça que je recherche aussi chez Adrastia, quand même aussi. C'est justement, on est dans des microcosmes où on boucle nous sur des thématiques qui nous intéressent, etc. Mais en fait, à côté, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont à 10 000 lieues de ça. Et moi, il y a cette notion de recherche d'échappatoire où on peut aller un petit peu plus loin dans les discussions, dans ces discussions-là et transformer en action un peu opérationnelle quand même. Voilà, pardon. Super. Merci Bilal. C'est une bonne idée. Du coup, si pour résumer ta pensée, tu serais intéressé par un projet culturel comme Fabien, en fait. Vous pourriez par exemple, du coup, moi, ouais. Ce qui serait génial, c'est Fabien, au cas où s'il y a des questionnements hauts, etc., ou bien même politiques, réglementaires. En fait, je vais être aussi un peu expert de la réglementation, je sais pas quoi. En fait, d'ailleurs, ce qui est intéressant d'un point de vue effondrement, en fait, mes compétences servent à rien dans un monde post-effondrement. Je sais lire des articles réglementaires, les traduire en action ou je sais pas quoi, mais en fait, in fine, ça sert à rien. En fait, c'est l'espèce d'ultra complexité de la société et qu'on apprend, on devient expert de ça, mais c'est expert de rien du tout en fait du coup, et ça c'est assez drôle. Enfin, j'aime bien ces notions-là. Et bref, du coup, Fabien clairement à disposition pour même, je sais pas, demander des subventions à l'agence de l'eau, faire des liens politiques, je sais pas quoi. Enfin, politique, c'est pas forcément au niveau politique. Ce que je veux dire par là, c'est que justement les acteurs ont commencé à se débattre, disons à l'intérieur. Je sais pas si je prends l'ingénieur, voilà, du ministère de l'Environnement, à essayer de porter des actions. Puis quitte à aller apporter un financement, apporter un soutien, essayer d'apporter des infos, quoi que ce soit. Et voilà, et notamment, par exemple, moi, ça serait sur le domaine de l'eau, de l'environnement un peu, comment dire, institutionnel, quoi. Enfin, voilà. Oui, il nous reste, désolé de te couper, Bilal, c'est très intéressant. Il nous reste juste 10 minutes. On va essayer de boucler la réunion. Voilà, peut-être par une dernière question à Cyrus. Donc, pour avoir passé un peu de temps sur ton site Plan B, Cyrus, et notamment sur un article que tu m'as partagé là récemment, qui est intéressant et qui parle de politique, de 17 propositions à proposer dans un programme présidentiel, par exemple. Tu abordes différents points, notamment j'ai souligné l'agroécologie, l'énergie, chauffage, l'eau. Est-ce qu'il y aurait un point à développer, à travailler au sein de Paris, sur Paris? Voilà. Ton son. Il n'y a pas de son, Cyrus. Ah oui, Cyrus, on ne t'entend pas. Ah oui, c'est coupé. Pardon. Oui. J'ai mis le lien vers l'article dans la discussion pour ceux qui seraient intéressés à le parcourir. Oui, le débat sur l'effondrement et la résilience, la discussion dans nos sphères à nous, il a été un peu dominé, du moins tel que je l'ai ressenti quand je suis entré dans ces sphères-là, un peu dominé par des gens très vocaux qui voyaient les choses arriver très brutalement, très soudainement, et il faut se barrer de la ville et devenir autonome, par des anarchistes, par des municipalistes, par des gens qui tendent vers l'autonomie. Et je trouve ça très intéressant, mais on peut explorer d'autres voies aussi, qui ne sont pas forcément en opposition, mais potentiellement complémentaires. Ça m'a frappé que les réflexions faisaient comme si l'État n'existerait plus, l'armée n'existerait plus. Voilà, il y a une courbe qui fait patatras et il n'y a plus rien de ce qu'on connaît qui existe et il faut se démerder tout seul, quoi. Qui est un peu alors je ne sais pas si c'est un courant dominant, mais en tout cas c'est celui qui, en tout cas, il était bruyant et c'était limite. Il était très vocal, beaucoup de gens, que j'ai rencontrés, il prenait plus la parole que d'autres. Je pense il semble qu'on en soit un petit peu revenu.
il semblerait. Et je pense que c'était aussi lié au choc initial. Oh mon Dieu, bon, et puis je l'ai eu aussi, oh mon Dieu, il faut se débrouiller pour avoir à manger. Bon, à manger bon, j'exagère un peu, mais voilà, une fois qu'on a laissé un peu redescendre, voilà, il y a d'autres possibilités. Je m'intéresse effectivement aux mesures politiques qui pourraient être prises pour gérer les ressources, gérer les quantités, soit parce que on n'a plus le choix, soit pour prévenir des catastrophes, mais l'un et l'autre ne s'excluent pas. Donc, ce que j'avais fait, c'était tout simplement aller regarder où sont nos impacts déjà, où est notre empreinte carbone, où sont nos gros postes de consommation énergétique quantitativement. Arrêter de parler de taxes et d'augmenter les prix parce que ça ne fait que taper sur les pauvres qui peuvent difficilement consommer moins et c'est indolore pour les riches. Donc vraiment parler normes, quotas, jouer sur les quantités. Hein. Et dans des domaines bien ciblés, donc qui génèrent particulièrement des nuisances environnementales, sociétales, et qui consomment beaucoup de ressources, bref, qui ne font pas résilience, quoi. Donc je reviens un peu de l'idée qui peut se discuter, mais du genre allocation carbone, qui de carte de rationnement CO2, mais qui s'appliquerait à tous les domaines de la vie. Donc ce serait une espèce de transposition du système de quota carbone qui est appliqué à l'échelle européenne, mais à l'échelle des individus, à l'échelle des entreprises, à l'échelle de l'État. Donc bref, tout le monde aurait des quotas. Je trouve ça peut-être un peu envahissant quand même, ne serait-ce un tout petit peu envahissant. Dès qu'on doit acheter une pomme, se demander quelle pomme, ou pourquoi pas une poire, etc. Et donc, ça ne paraît pas nécessaire de forcément pénétrer tous les compartiments de la vie, les moindres faits et gestes du quotidien. En plus, en termes d'acceptabilité sociale, voilà. Et en termes d'adaptation aux différentes situations individuelles. Donc ça, c'est très important aussi. On ne peut pas appliquer le même quota carbone à quelqu'un qui a besoin de la voiture pour aller bosser que quelqu'un qui peut y aller à pied. Plein de choses comme ça. Néanmoins, ce n'est pas une idée que je rejette non plus, mais ça a fait son temps. Pour l'instant, j'ai du mal à être complètement convaincu par ça. Donc l'idée de plutôt taper aux bons endroits, aussi jouer sur des symboles forts, que ce ne soit pas punitif, mais au contraire que ça donne de la visibilité aux gens, aux entreprises, aux particuliers, le temps de s'organiser, que ce soit aussi une incitation à innover. Hein, on innove sous contrainte, à nouveau. Je reprends l'exemple du choc pétrolier des années 70, c'est par la suite qu'on a accéléré le programme nucléaire et qu'on a accompli quand même des choses dont on ne se pensait pas capable. Voilà. Que dire d'autre? Il y a des valeurs plutôt de souverainisme économique, pas au sens de repli, mais au sens le mondialisme est peut-être allé un peu trop loin, il faut un petit peu rectifier le tir, trouver un juste milieu. Voilà, ne pas être liberticide, néanmoins c'est des contraintes. Donc quand c'est liberticide, j'invite aussi à se demander, enfin quand ça peut paraître liberticide, pardon, oui, mais liberticide par rapport à quoi? Voilà, d'où l'expression réinterroger la liberté du renard dans le poulailler. Voilà, nous contraindre sur les achats de vêtements made in China, bon, comparer cette perte de liberté par rapport au traitement des Ouïghours, bon, bref, ça peut se débattre. Donc voilà, je vous inviterai à le parcourir. Et peut-être, Ralem, tu voulais que j'en dise quoi d'autre à part l'introduire? Oui, à l'échelle d'une ville. Oui, voilà, oui. Voilà, Le tout à fait. projeter. Non, tout à fait, parce que c'est des choses alors qui ont pas, ça n'a pas de prétention à être un programme présidentiel, à être parfait, à être indébattable, à être voilà, ça y est, j'ai optimisé tout ça. Bon, et quantitativement, c'est ce qu'il faut faire et compagnie. Même si il y a quand même une approche quand même à essayer d'être quantitatif, être sur les bons sujets, aussi une approche quand même symbolique aussi de marquer les esprits, par exemple une journée des sciences de la vie et de la terre. Bon. Et c'est peut-être ce genre de choses, d'ailleurs, qui peut se discuter à l'échelle d'une ville, déjà des grands événements qui marquent le coup. Enfin, la journée de la Terre, c'est pas suffisant. La journée de la baleine, enfin, des trucs comme ça, c'est pas retentissant, quoi. On a pas mal de mairies qui sont écologistes, qui font des trucs, hein, c'est pas bon, mais qui, je pense, peuvent être à Paris et ailleurs, réceptives à l'idée de grands événements qui frappent les esprits, par exemple. Ça, c'est une possibilité. Sinon, il faudrait regarder peut-être réexplorer le PTEF pour voir, parce que moi, des événements, à vrai dire, vraiment à échelle locale, communale, municipale, c'est pas tellement le sens du travail que j'ai mené, qui était plutôt à échelle nationale.
mais je pense soit transposer ce qu'il y a à échelle locale, soit regarder effectivement ce que le Shift a fait. Hein, c'est pas la peine bon, j'ai envoyé mon article de manière un peu taquine à Jean Covici en disant attention, le PTF a de la concurrence, ce que j'ai fait encore mieux que vous. Et, bon, il me connaît, c'est pas. Et il m'a répondu ah non, c'est assez intéressant aussi, ouais, effectivement, ça va un peu dans le même sens, complémentaire, etc. Bon. Mais eux ont fait un bien plus gros travail, plus de ressources, plus de gens, plus d'expertise, limite peut-être trop d'expertise, enfin, ça fait des centaines de pages. Mais je pense que ça s'explore pour voir effectivement ce qu'on peut aller défendre à une échelle locale. Alors, une ville comme Paris ne va pas avoir des enjeux comment dire, d'aménagement foncier forcément très forts. Je pense en ce sens-là, c'est plus intéressant des communes rurales, justement, qui ont du terrain à préserver de l'artificialisation et sur lesquelles faire de la renaturation. Néanmoins, des investissements en termes de solutions fondées sur la nature dans les villes, donc de la désimperméabilisation des sols, des îlots de fraîcheur, des plans d'eau. Donc tout ça, c'est à la fois, bon, ça fait revenir la nature en ville et ça permet de lutter contre les vagues de chaleur et contre les crues. Il y a des travaux en cours à la Caisse des dépôts. Je pense qu'ils ont plutôt pas mal avancé pour packager des offres à destination des villes sur les solutions fondées sur la nature. Je pense que voilà, ça peut être intéressant d'aller se sourcer pour... Enfin, il faudrait que je prenne le temps de contacter les gens, mais ça peut être intéressant d'aller voir ce qui s'y est fait. Et puis voilà, par contre, bon, les villes vont avoir moins la main sur les réglementations, sur la consommation de ressources, quoi. Enfin, à ma connaissance, elles peuvent par exemple réglementer la vitesse limite, voilà, des voitures, des choses comme ça. Elles peuvent réglementer oui, un petit peu sur les transports, mais Voilà. Bon, ben, Cyrus, on te redonne la parole. C'était très intéressant. Je ne sais pas si tu te souviens de tes propos. Tu parlais de enfin, je pense que j'ai projets. dû... Vas-y, dis-moi, Ah oui, parce pardon. que j'ai dû Tu parlais parler 1 ou 2 minutes dans Oui. le Ah oui, vide. dans le vide. Ah oui, vraiment désolé. Tu Non, parlais non, de pas de de problème. projection à l'échelle de Paris et où tu disais que, en gros, tes travaux consistaient plutôt tu t'intéressais plutôt à l'échelle nationale et au reste du monde, mais Oui, pas non, forcément travailler sur les villes. après, la ville va pas, la ville va pas avoir trop de levier sur les niveaux de consommation. Par exemple, ce qu'on consomme au quotidien, les achats, etc. Bon, ouais, pas vraiment. L'énergie, pas vraiment, si ce n'est par exemple les limites de vitesse en son sein, ou alors réglementation éventuellement sur quel type de véhicules peuvent circuler, des choses comme ça, mais c'est du banal, c'est pas nous qui allons avoir de la valeur ajoutée là-dessus. En revanche, comment dire, que ce soit en termes de résilience, en termes d'aménagement, des notions comme les solutions fondées sur la nature, il y a des travaux de la Caisse des dépôts là-dessus et une offre prête à être proposée auprès des villes. Par exemple, tout ce qui est îlots de fraîcheur, désimperméabilisation des sols pour leur résilience face aux inondations, plein de choses comme ça. Je pense que c'est des trucs qui peuvent se proposer. Donc, un travail qu'on pourrait engager, c'est en fait l'équivalent du genre d'articles que j'ai écrits, voilà, en toute sans prétention, hein, mais qui réunit à la fois des bonnes idées que j'ai pu trouver à droite à gauche et des idées à nous, enfin avec Stéphane et moi qui avons réfléchi, faire un peu l'équivalent pour une ville. Donc, quelles seraient, je sais pas, 10-15 mesures qui seraient intéressantes pour une ville à la fois en termes de résilience et de transition écologique. Je pense que ça peut être pas mal. S'il y a peut-être une mesure qui pourrait être reprise à l'échelle d'une ville, c'est l'idée de grand événement qui marque les esprits. Je veux dire, la journée de la Terre, la journée des baleines, tout ça, c'est pas satisfaisant, c'est pas vraiment. Enfin, personne ne sait quand c'est, à commencer par moi. D'ailleurs, il y a des journées pour tous les animaux, si vous regardez. La journée du ver de terre, il y a la journée du tigre, la journée du lion, la journée du panda, la journée internationale bref, du requin. Ouais. Mais, parenthèse refermée. Des abeilles. Bon, bref. Est-ce qu'on a la journée du chômeur? Ce n'est pas une espèce animale. Ouais, Donc, elle n'est pas en voie d'extinction, mais bon.
Elle est pas... Et ouais, c'est ça. Bah oui, non, Je il pense faut qu'il être en voie m'intéresse d'extinction, Laurent. Bah non, sinon. Non, non, mais blague à part, c'est pas, le chômage n'est pas quelque chose de drôle, mais bon, bref. Effectivement, les villes ont la main pour organiser des grands événements de sensibilisation, des grandes choses visibles. Et je pense que à nouveau, c'est important de jouer sur les symboles, de frapper les esprits de manière plutôt constructive et galvanisante. Donc voilà, moi, c'est ce que j'aurais tendance à suggérer si on veut. Je vois le sens des questions aussi, Ralem. C'est par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui seraient potentiellement intéressés à la mairie de Paris? Est-ce qu'il y a une stratégie résilience, tout ça? Oui, Est-ce qu'il y a des points d'entrée? Oh, non, la réponse est oui. Est-ce qu'on peut imaginer avoir une discussion, enfin introduire des idées sans prétention de, voilà, regardez, c'est un programme, ça doit être ça le programme municipal, mais plutôt infuser des idées qui plantent le décor, comment dire, c'est plus une guerre culturelle à gagner plutôt que politique d'abord. Une fois qu'on plante le décor culturel, c'est déjà une bonne chose de faite. Et d'ailleurs, c'est comme ça que l'extrême droite s'y est prise pour voilà, c'est planter le décor. D'abord un contre-récit, un contre-récit qui fasse corps. Et je trouve, alors on va pas y arriver dans les milieux écolos à court terme, vu l'éclatement et les objectifs divergents de chacun. Néanmoins, voilà, lorsque une municipalité est écologiste avec toutes les divisions qui sont possibles, bon bref, et qu'on arrive avec des mesures, voilà, des propositions un peu qui font cohérentes, qui sont un minimum fédératrices, ça peut être intéressant. Et puis l'échelle de la ville est peut-être moins clivant aussi, quoi. Je veux dire, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas un aménagement de route de droite et un aménagement de route de gauche, quoi. Il n'y a pas la construction d'un gymnase de droite et la construction d'un gymnase de gauche. Alors oui, il y a des choix municipaux politisés, mais je veux dire, je pense que c'est moins clivé qu'à l'échelle nationale. Voilà. tout à fait. Oui, mais merci, merci pour cette réponse très, très construite. Et je pense qu'en effet, ça peut être une bonne piste de réflexion et d'organiser des événements culturels. D'ailleurs, c'est une piste qui pourrait intéresser Fabien, Bilal. Je suis d'ailleurs intéressé aussi. Hein, c'est une piste à creuser. Ouais. Oui, en tout cas, ça demanderait surtout un effort de communication et de rencontre finalement pour échanger des idées. Bilal veut intervenir. Peut-être pour réagir un peu vite, justement, ces 10-15 mesures, ce serait effectivement génial. Et puis après, effectivement, quitte à ce que chacun prenne ce qu'il est prêt à prendre, et puis encore une fois, chaque goutte d'eau peut faire, voilà, c'est peut-être le petit besoin de sensibilisation culturelle qui fera que dans le prochain programme, ou quoi, ok, en tout cas, il y aura plus de mesures qui seront prises. Ce que je veux dire, c'est que comment prioriser, donner des idées, brainstormer, surtout par exemple les petites villes ou quoi, ce qui des fois en fait peuvent ne pas du tout avoir les moyens un peu techniques ou les infos qui leur permettent juste de penser à par exemple ce genre de sujet. Et en fait, effectivement, ça serait génial. Et puis après, même quitte à partager, justement, je me posais la question, est-ce que c'est pas un travail un peu à Drastia national? Je sais pas. Oui. Et quitte à avoir la V0 Paris, justement, d'avoir ce travail préliminaire, et puis après que ça soit justement dans l'objectif d'un peu de le proposer plus largement, etc. Et qui... Oui, le travail à l'échelle d'une ville est pertinent. On voit d'ailleurs que les résultats les plus intéressants, les travaux inspirants viennent des villes qui se sont ouvertes justement au discours écolo, résilient. Voilà, je pense à SOS Ville, non SOS Mer, qui propose des choses intéressantes. Voilà, et d'ailleurs il y a eu des projets s'appuyant sur SOS Mer portés, enfin en tout cas encadrés par Adrastia. Il me semble, j'ai vu passer des choses sur le forum. Enfin, Adrastia n'encadre rien du tout, mais mis en avant ou soutenu, ou oui. Oui, d'accord. On n'encadre pas, et ce serait très prétentieux de dire ça, mais Adrastia, c'est un peu une auberge espagnole. Pour être bien clair, c'est un peu une auberge espagnole où chacun amène ses aliments et on essaye de faire de la cuisine ensemble. Voilà.
Oui. Donc, je vous entends et on a deux écueils à éviter. Celui de se dire c'est trop énorme, on ne peut rien faire, et celui de dire on va sauver la planète. Et là, on est 6 humains sur 7 milliards et quelques. Il faut être conscient et humble de l'immensité du boulot. Maintenant, entre les deux, il faut, pour être bien dans nos peaux, on a parlé de nos émotions qui étaient assez négatives quand même, il faut qu'on fasse notre petite part, sans parler de colibrisme, qu'on fasse notre petite part. Et finalement, je me rends compte qu'on nous, on a des compétences là, sur les 6 personnes qui sont là. Voilà. Et donc, à nous 6, il y a déjà beaucoup de gens qui ont essayé de proposer la ville, comment elle pouvait transitionner, etc. On doit être humble par rapport à ces travaux, mais déjà le faire connaître ces travaux-là, éventuellement mettre notre grain de sel, etc. Ça, c'est quelque chose qui est à notre portée, voilà, à la portée de gens qui sont volontaires. Voilà. Et puis, comment dire, je trouve que c'est bien aussi, c'est aussi un travail qui permet à nous-mêmes de nous forger des convictions. Enfin, je sais pas, moi, c'est tout bête, mais depuis que j'écris l'article que j'ai partagé en lien, déjà je me sens mieux. Je sais pas, au moins moi d'y voir plus clair. Voilà, je grave des trucs, pas dans le marbre, mais je pose des trucs et déjà c'est là. Et puis bon voilà, il a fait quelques milliers de lectures, c'est pas retentissant, ce serait clairement plus pratique si Le Monde le publiait. Mais tu as peut-être ensemencé quelques centaines d'esprits. Et oui, c'est le but. C'est le but du contre-récit et comment dire, je pense on sous-estime, je ne sais pas si parfois vous tombez sur des trucs sur YouTube ou autres que vous ne connaissiez pas du tout, qui font des centaines de milliers de vues et qui à la marge reprennent des idées. Mais alors ça peut être une vidéo complètement complotiste, j'en sais rien, enfin, ou alors d'un autre univers, mais qui s'est clairement inspiré de la collapsologie. Ce qui n'est pas toujours une bonne chose. Je veux dire, je lisais un article sur l'écofascisme hier. Voilà, il y a certains milieux policiers ou autres. Alors, non, je sais que chez Adrastan, on n'a pas de bord politique particulier, mais bon, a priori, on a un discours plutôt de paix, quel que soit le bord politique. Humaine, donc bon. Voilà. Oui, donc on peut tout à fait voter pour qui on veut, mais je parle de milieux violents, en fait, c'est ça. Bon, je pense qu'on n'est pas de milieux qui préparent des guerres civiles, qui peuvent être d'ailleurs pas que d'extrême droite. Mais en l'occurrence, l'article sur l'écofascisme dont je parlais, il parle de ça, et malheureusement, c'est une des manières dont le message de gens comme Pablo a pu être détourné. Voilà. Alors qu'il a plutôt, me semble-t-il, un message de paix, mais c'est vrai que ça peut engendrer cette réaction aussi de peur, de repli sur soi et de digues qui sautent sur des questions comme les réfugiés climatiques, comme le risque d'explosion dans des zones urbaines sensibles, etc. Donc voilà, attention à ça. Il n'en demeure pas moins que, effectivement, quand on explore un petit peu, on voit que les idées ont un peu infusé ailleurs et que les gens ont un peu fait évoluer leur représentation de l'avenir et qu'ils ne tomberont pas des nues, quoi. Moi, vu qu'on revient sur les émotions, j'ai une dernière question pour toi, Cyrus, justement sur les émotions. Comment tu fais pour garder la banane? Tu as une énergie hyper positive, on le voit dans toutes tes vidéos, tous tes podcasts, ça me redonne une bonne énergie quand je t'écoute. Alors des fois, j'écoute des choses un peu plus dures et après, je passe sur tes vidéos et ça me remonte le moral. Comment tu gères, comment tu as géré ton éco-anxiété? Tu es sur le sujet depuis des années et tu as encore la banane. Voilà. Quel est ton secret? Ouais, non, pas forcément plus longtemps. La bascule anxieuse, c'était comme toi il y a 3 ans. Quoi. Avant ça, c'était plutôt, oh, tiens, ça avance pas cette histoire de climat. Le Bangladesh va passer sous l'eau dans 70 ans. Je sais pas comment, bref. C'était un peu plus loin, ça paraissait un peu plus lointain tout ça. Et à nouveau, c'était très climato-centré. Donc non, je n'ai pas d'expérience particulière en la matière. C'est une bonne question, je ne sais pas comment. Bon, il y a des phases plutôt difficiles, d'autres plus sereines.
Certaines phases où il y a de l'espoir quand même. Alors, je ne sais pas, peut-être que plus que la moyenne, j'ai encore une sorte d'espoir en des technologies qui pourraient faire tampon. Et en même temps, qui pourraient prolonger un système dont on ne veut pas. Je pense par exemple à la géo-ingénierie solaire pour éviter que la température n'augmente trop, par exemple. Est-ce que ce serait une bonne chose, pas une bonne chose? Voilà, en même temps, si le monde fait plus 3, plus 4, plus 5 degrés, ça va être violent. Mais en même temps, si on met la main, si on contrôle la température, donc déjà, c'est risqué en soi. Et ensuite, ça permet ça évite de réinterroger le système. Et on peut finir dans une dictature numérique, que sais-je, enfin. Donc des dystopies, en fait, j'en ai encore pas mal. J'en ai encore pas mal. D'ailleurs, dans nos milieux, on parle beaucoup de dystopie écologique, mais pas tant que ça numérique, qui est une autre forme d'effondrement de notre espèce aussi. On peut, enfin, dans ce siècle-là, toutes choses égales par ailleurs, on peut ne plus être des hommes. On peut avoir perdu toute dignité. Je pense que c'est important de lancer l'alerte sur ça aussi. Donc voilà, déjà le fait de multiplier les angoisses de toutes sortes, de maintenir un maximum de chemins possibles, quelque part, c'est apaisant. Que dire d'autre? Je pense que c'est important de continuer à se rendre dans des endroits relativement préservés en termes de nature. Je recommande le marais de Brouage, c'est magnifique. En fait, on est soit pas, soit plus habitué à voir un endroit avec des dizaines de milliers d'oiseaux. Je vous assure, c'est frappant, c'est incroyable. C'était banal probablement il y a 100 ans, j'en sais rien, sans vouloir romancer, c'était mieux avant. Mais des zones humides, des zones relativement préservées, soit sur le littoral, soit dans l'intérieur des terres, soit en montagne. Enfin, finalement, on a encore une nature assez préservée et quelque part, c'est rassurant, quoi. De voir aussi que quand on fiche la paix à la nature, elle se régénère assez vite. Enfin, je pense que ça, c'est une des clés pour surmonter un peu ça psychologiquement. S'entourer un peu de gens, rencontrer des gens, alors, je ne dirais pas qu'ils pensent pareil, mais qui font le constat à minima, que la croissance n'est pas infinie. Parce qu'effectivement, ceux qui n'ont même pas conscience de ça, c'est dur. Et je pense que déjà sur Transition 2030, il y a quand même une variété de manières de penser. Enfin, globalement, s'il y a donc le groupe Facebook, je pense que tout le monde le connaît, mais entre un Philippe Gauthier qui dit il va y avoir, voilà, la croissance n'est pas infinie, on va entrer dans une période de décroissance gérable et heureuse, et des gens qui sont plus durs. Voilà, il y a tout un. Je pense que c'est intéressant aussi et quelque part apaisant de voir cette diversité de points de vue sur la question même des limites à la croissance. Et aller rendre visite à ces gens. Moi, ça m'a beaucoup apporté. J'ai rencontré des dizaines de personnes que je considère maintenant comme bons amis, qui ne vivent pas tous à Paris, donc il faut prendre le train, au pire la voiture. Aller leur rendre visite, ça m'a fait découvrir des régions, ça m'a fait découvrir des gens qui sont dans des démarches diverses et variées, pas tous forcément en train de tendre vers l'autonomie, faire de la permaculture, mais ça en fait partie. Et je trouve ça, c'est vrai qu'à Paris, on se sent peut-être un petit peu désarmé par rapport à ça, parce qu'on a moins de proximité avec la nature et on a moins à avoir la main sur notre destin, parce que voilà, loin de la terre, on peut moins facilement, pas des manuels aussi en général. Je ne suis pas un manuel. Et quelque part, aller voir des gens qui sont dans ces démarches-là, je trouve que c'est intéressant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le plus dur, je pense, c'est au niveau du boulot. Alors, pas tellement pour moi, ça va à peu près. Mais ça, je ne sais pas quoi dire à des gens, souvent, voilà, qui peuvent être assez nombreux, qui m'écrivent sur LinkedIn et autres, qui a un réseau professionnel, qui disent oui, je me sens pas très en phase en termes de valeur avec mon travail, je sens que ça avance pas, ou alors je ne me sens pas écouté, etc. Ce que je note quand même, c'est que quand ça devient vraiment, vraiment difficile à supporter, les gens trouvent une voie, et je trouve ça, c'est mon dernier point, je promis, intéressant d'aller se nourrir de parcours de reconversion. Par exemple, l'épisode de Plan B que j'ai fait ce matin, qui sera diffusé bientôt, c'est avec une dame qui était dans la promotion foncière en station de ski, qui était aussi chargée à une époque au consulat de Hong Kong de promouvoir la destination France Ski auprès de centaines de millions d'Asiatiques riches.
Donc, n'allez pas au Japon, venez en France, quoi. Enfin, bon, parce que les Chinois, s'ils veulent aller au ski, c'est au Japon. Non, 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 venez plutôt en France. Bon, bref. Elle a essayé de faire bouger les lignes en interne et tout, et ça n'a pas fonctionné, jusqu'à ce qu'elle en ait marre. Mais alors, elle a pris un tournant, pour le coup, assez... bon, ne plus du tout prendre l'avion au point de ne plus rendre visite à son fils à Kuala Lumpur. La vache. Parce que sa famille est éclatée, du coup. Et limite pour envoyer un message à ses enfants pour dire maman, voilà, c'est terminé les 40 premières années de sa vie, maintenant, alors 40 ou 50, ses enfants sont grands. Donc ça, c'est un sacré revirement plutôt courageux. Et en termes professionnels, c'est la fondatrice de Résilience Montagne, qui vise à coordonner le dialogue auprès de parties prenantes locales. Donc il y a des associations environnementales, il y a les élus locaux, il y a voilà, des commerçants, etc., pour imaginer autre chose, ces territoires-là moins dépendantes du ski, avec une démarche à la fois affirmée, mais constructive et voilà, pas comment dire, pas écofasciste au sens voilà, on va interdire le ski, etc. Justement, essayer de trouver le juste milieu. Donc, j'ai trouvé son parcours assez inspirant. Et que dire d'autre sur elle? J'ai oublié. Je suis embêté, j'ai oublié ce que je voulais dire là-dessus. Donc, je m'arrête là sur cette histoire-là. Mais pour dire que multiplier aussi un peu ce type de parcours, alors pas exemplaire, mais de gens qui se retrouvent, voilà, c'est un certain nombre de recherches, de rencontres, qui quelque part rassure aussi. Et voilà, pardon, ça m'est revenu ce que je voulais dire. Il faut aussi, alors je parlais, retourner au contact de la nature, aussi aller comment dire, voir, échanger et constater le travail de gens qui se battent pour la préservation de la nature. Donc, autant, mais je peux être aussi, à force qu'on me foute l'idée dans la tête que oui, l'écologie, c'est un truc de bobos parisiens et tout, qui n'ont plus aucun problème et tout, bah non, je suis désolé, là, les associations environnementales en montagne, c'est pas des gens forcément riches, c'est pas du tout des citadins, c'est des gens qui voient les écosystèmes naturels qui les entourent, ils les voient mourir, ils voient le changement climatique de leurs propres yeux et ils se battent pour préserver la nature. Donc, non, c'est pas des bobos, c'est pas des écolos, c'est pas des gens qui sont venus en avion pour faire chier les provinciaux. Enfin, c'est des gens justement assez cohérents, d'ailleurs, avec leurs valeurs en termes de. Avec des modes de vie alignés avec leurs valeurs, ce qui n'est pas toujours facile. Et je ne juge pas les gens qui ont du mal à mettre leur mode de vie en ligne avec leurs valeurs, parce qu'il y a plein de contraintes, la famille est complètement. Mais peu importe, il y a des gens qui le font et qui se battent. Et donc, je pense aussi en termes de lutte contre l'éco-anxiété, c'est extrêmement important de constater, voire rencontrer, voire s'engager dans ces associations-là qui se battent, zadistes ou autres, peu importe, chacun son truc. Voilà, bon, ça fait quand même pas mal de pistes là. Oui, oui, voilà. En effet, oui. Oui. C'est aussi pour inspirer nos participants et voilà, inspirer des modèles. Tu parlais de modèles et on voit que ça fait un moment que tu es dans ce milieu et tu sembles avoir une bonne énergie. Donc, c'était intéressant d'avoir. C'est sympa à entendre. Oui. Et puis oui, tu parlais du retour vers la nature, c'est intéressant parce que Charline Schmerber, qui est psychologue et spécialiste en éco-anxiété, elle préconise justement un retour vers la nature c'est une de ses pistes pour faire diminuer l'éco-anxiété, l'anxiété et les émotions fortes autour de ces pensées. Et c'est aussi des pistes qu'on retrouve en éco-psychologie. Donc c'est intéressant. C'est vrai que retourner dans la nature, se promener en forêt. Oui, elle est blonde. Ouais. Je pense que j'ai vu ça. Oui, et elle est montpelliéraine. Montpelliéraine, donc Montpellier en force, même si. Je l'ai vu, elle est intervenue chez Adrastia. Même si. Il me semble, j'ai vu sa vidéo. Oui. Elle est sur la chaîne YouTube. Ok. Et donc voilà, je pense qu'on a. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors après, vous avez peut-être des choses à ajouter, des idées à proposer, mais peut-être que pour aujourd'hui, c'est déjà bien.
encore une fois, désolé pour les coupures de réunion. On fera mieux la prochaine fois. Mais en même temps, ça valait le coup. Enfin, en tout cas, je considère que c'était chouette d'échanger avec vous. Ça faisait un moment qu'on préparait cette réunion. Et merci à vous tous, voilà, aux 5-6 participants. Merci à Cyrus de t'être mis à notre niveau pour parler de sujets techniques. Et c'était important aussi d'avoir quelqu'un, donc Laurent connaît bien le sujet également. Je vois que Fabien, Bilal connaissent également. D'avoir des gens qui connaissent au niveau technique pour être crédible et appuyer des idées. Moi, je suis chaud bouillant pour tes 15 idées à l'échelle d'une ville. Un peu dans la suite de ce que tu as fait pour le programme présidentiel, mais 15 idées à l'échelle d'une ville, voilà. Franchement, ça pourrait être chouette. Voilà. C'est une bonne piste. Oui, bon, donc, je ne sais pas si j'ai une expertise technique particulière, mais voilà, c'est des sujets riches et un peu insaisissables. Il y a des moments où j'ai l'impression d'avoir un peu compris et des moments où j'ai l'impression d'avoir rien compris. Donc, et merci en tout cas pour cette invitation. Ça m'a aussi permis d'échanger aussi. C'est des bonnes questions aussi auxquelles j'avais pas forcément l'habitude de répondre. Donc ça met aussi des idées en place. Ça t'intéresserait de revenir, Cyrus? Oui, bien sûr, ouais. Oui. Bon, à part que tu peux être membre d'Adrastia pour 10 €, hein. Je veux pas recruter de force, mais Ah oui, non mais c'est vrai. Inviter. Oui, bien sûr. Non, je peux aussi devenir adhérent. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais fait, mais alors que je contribuais indirectement. Ouais, je vais me mettre sur la. Enfin, oui, je vais faire ça. Oui. On en avait parlé en plus il y a un an et ça a dû me. Mais c'est juste pour que toi, tu sois informé, parce que comme tu l'as vu, on est quand même des bénévoles amateurs qui bricolons comme on peut. Hein. Oui. Faut pas nous imaginer. Il y a combien d'adhérents? On doit être 300 ou 400. Ouais. Okay. Mais alors, des adhérents, voilà, plus ou moins passifs, on a beaucoup de mal à trouver des choses engagées. Ce qui me permet de faire la transition sur une autre question que je voulais poser plutôt à Fabien et à Bilal. Vous voulez revenir? Malgré l'heure tardive, les connexions à la con, et ça vous intéresse de revenir? Parce que la grande difficulté, surtout sur Paris, alors quand c'était en rencontre réelle, c'est quand il faut faire 1h30 de transport en commun pour aller dans une réunion à Paris et rentrer à 00h30 le soir. Bon, alors si en plus vous êtes une nana, c'est compliqué. Avec Zoom, c'est peut-être plus facile, et c'est quelque chose qu'on n'avait pas en 2015. Ça vous intéresse? Est-ce qu'on peut faire des réunions de groupe de parole où des gens viendraient une fois et puis repartiraient en disant bon bah voilà, je vois que je suis pas tout seul à aller mal, c'est déjà quelque chose, mais Ralem a vraiment la volonté de faire quelque chose. Donc ma question à Fabien et à Bilal, c'est pour l'instant on est le début de la boule de neige là qui déboule la pente, on est tout petit, mais bon, on ne sait jamais, hein, tout commence petit. Hein. C'est pour ça que tous les glands ont une chance de devenir un chêne. Moi, oui, personnellement, avec plaisir. Hein. Moi, de toute façon, pour moi, tout ça, c'est des enjeux tellement énormes et tellement importants que oui, moi, je suis prêt à vous suivre. Après, bon, je ne sais pas si je vais continuer sur tout le chemin, aucune idée. Ah non, mais en tout cas, avec plaisir. Hein. Moi, je vous accompagne encore sur un bon bout de trajet, en tout cas, à minima. On te invite, quoi, déjà. Oui. Ok. Et Bilal? Et du coup, donc Bilal avec un E au cas où, pour la petite blague. Non. Et clairement intéressé en fait du coup, hein, en soi, moi je dirais quoi qu'il arrive que donc en gros je dois être adhérent de l'association depuis environ un an, quelque chose comme ça. Effectivement, je suis du côté plutôt passif, etc. L'un des points, c'est que Adrastia correspond précisément au point de vue que je défends, l'inéluctabilité, etc. En fait, justement, ça c'est des questions essentielles pour moi. Effectivement, le Zoom change un peu la donne. Moi, personnellement, j'habite à Paris, donc du coup, dépendant de, voilà, moi, je peux me déplacer, etc. Enfin, voilà. Et effectivement, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et Zoom change effectivement la donne, donc du coup, à voir en fonction. Est-ce que c'est pas aussi les deux, c'est-à-dire, de temps en temps, peut-être même se voir autrement.
un des points, en tout cas d'espoir, et ce que je disais, moi, vis-à-vis d'Adrastia, c'est juste la cellule de décompression aussi, c'est-à-dire parler aussi avec, in fine, un peu des gens conscients. Cyrus, tu cherchais un peu un mot tout à l'heure, et en fait, moi, il y a ce mot-là, en fait, conscient, voilà, et la difficulté à être que, parfois, dans des situations entre gens pas conscients. Et en fait, à un moment, ça frotte, en fait. Et voilà. Et donc, du coup, évidemment, des échanges avec des élus, etc. Toutes les contraintes, en fait, aussi de chaque acteur est toujours intéressant. Et Fabien, je refais le lien avec le lien culturel. Toutes ces actions-là sont des plus pertinentes pour moi et ça m'intéresse de partout. Et voilà. Super, merci, merci à vous deux. Donc, je vais mettre un pouce aussi pour Bilal. Au plaisir de vous revoir, au plaisir de revoir Cyrus. Quentin et Laurent, on se voit tous les mardis, mais au plaisir aussi. Et voilà, c'était vraiment bien de discuter. Et je trouve qu'il y a des idées très, très pertinentes qui ont été échangées. Je vais essayer de synthétiser toutes ces informations parce qu'il y avait du contenu. Et heureusement on enregistre les vidéos. Voilà, donc on pensait diffuser ces vidéos, si vous êtes d'accord, bien sûr, je vous laisse le temps d'y réfléchir et ça sera avec votre accord. En tout cas, c'est un support qu'on va avoir et partager entre nous 6. Voilà, si vous êtes d'accord. Voilà, je vous remercie encore une fois à tous d'avoir eu le courage et la patience de vous reconnecter à chaque fois. Il nous reste 5 minutes et je pense que c'est là-dessus que je vais vous quitter. Un grand merci et vraiment un plaisir de se retrouver pour discuter. Déjà, discuter, c'est bien. On a parlé d'émotions aussi et c'est bien. Je pense que c'est important de parler des émotions. C'est quelque chose sur laquelle on n'a pas la main non plus. Voilà, les émotions, elles sont là, elles nous submergent et il faut faire avec. Il faut faire avec et pour passer à l'action, il faut les prendre en compte, je pense. Voilà. Merci. On reste là-dessus du coup. On se dit au revoir. Ouais. Merci à tout le monde. Voilà, merci à tous. Allez, au revoir. Allez, passez une bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.